Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. C'est clair que les gens qui disent TikTok ça fait pas vendre, ça me rappelle quand les gens nous disaient à l'époque Instagram ça fait pas vendre. Si, ça fait vendre, et juste il faut bien le faire quoi. Entre 2019 et 2020 on fait x5 de chiffre d'affaires, donc on a vraiment grandi avec le Covid. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Joseph Ayoub, cofondateur de mieuxquedesfleurs.com. Joseph, pour la petite histoire, était le premier salarié d'ADMS.Paris en 2010, qui s'appelait alors Influence Digitale. Cet épisode est donc doublement indispensable pour découvrir Joseph et comment il collabore avec les influenceurs pour générer du trafic et des ventes sur son site. Joseph nous raconte aussi son business et comment il envisage le développement de mieuxquedesfleurs.com. Bon épisode. Bonjour Joseph. Bonjour Cyril. Joseph, premier employé d'agence des médias sociaux, maintenant à ADMS.Paris. Donc ça fait plus de 13 ans qu'on se connaît. Et ouais. Et aujourd'hui, je reçois donc Joseph Ayoub qui va nous raconter son expérience de Mieux que des fleurs. Mais avant de rentrer dans cet épisode, comment tu vas, Jo? Mais écoute, ça va très bien. Et toi? Bah bien. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Est-ce que tu peux nous expliquer, Joe, Mieux que des fleurs? C'est quoi le pitch? Ouais, Mieux que des fleurs, c'est un peu ton meilleur allié pour faire plaisir à tes proches, surprendre tes proches. On a lancé ça en 2015. On s'est fait connaître sur un concept de box avec un ballon. Donc quand tu ouvres ta box, ton carton, il y a le ballon qui s'envole. Ça fait la surprise. T'as un ballon en forme de cœur, un ballon d'anniversaire, etc. Ça fait la surprise. Ça fait plaisir à tout le monde. Et depuis, on essaye de se renouveler en permanence pour sortir des concepts uniques, des concepts inédits, des idées cadeaux insolites que tu as vues nulle part ailleurs pour faire plaisir à tes amis, pour la Saint-Valentin, la fête des mères, les anniversaires, Noël, toutes les grandes occasions de faire mieux que des fleurs. D'accord. Donc là, tu restes à fond dans le concept. Donc c'est de réinventer le cadeau bateau qui sont les fleurs avec des cadeaux originaux et créatifs surtout. Ouais. Donc tu passes un temps fou à réfléchir à plein d'idées, non? Enfin, exactement. On adore les fleurs. On a lancé ce nom-là un peu en rigolant et aujourd'hui on l'a toujours presque 10 ans après, 9 ans après. Mais c'est vrai que nous, notre idée de base, c'est faire différent, faire plus original. Ouais. Aujourd'hui, on a une personne en interne qui est dédiée exclusivement à sourcer des produits qu'on n'a pas vu ailleurs, des idées ultra originales en permanence. Et puis, on a une personne qui est dédiée à la création de produits qui sortent de l'ordinaire. Donc, on a vraiment deux lots. Un où on va aller sourcer des produits qui viennent de jeunes créateurs, de petites boîtes familiales, d'indépendants qui veulent qui ont déjà imaginé des produits un peu cool. Et puis, en interne aussi, on essaie de produire des choses cool, soit des produits personnalisés. On a réinventé la boule à neige en faisant un cadeau très kitsch, un cadeau très cool, un puzzle qui est devenu un cadeau très cool, ou alors carrément d'imaginer des produits qui ne sont jamais encore faits, qu'on va aller imaginer en usine pour concevoir un prototype, le produire, etc., etc. D'accord, donc tu as vraiment une source, un catalogue produit existant, plus une autre source extérieure, que ce soit du sourcing ou de l'interne en développement. Et aujourd'hui, c'est un marché compétitif. J'ai du mal, de loin, à voir parce que je connais que toi, en fait. Parce que je suis très fidèle à mes amis, mais en même temps, c'est un marché qui doit être hyper. Je sais pas si c'est hyper compétitif ou pas. Ouais, c'est hyper compétitif. C'est très compétitif, mais c'est aussi un peu un business boulangerie. C'est-à-dire que tu peux en avoir un à tous les coins de rue. Ouais. C'est comme les fleuristes, tu peux en avoir un à tous les coins de rue et tu auras toujours ton bonheur à trouver. Donc, on ne se tire pas un peu dans les pattes avec nos concurrents. Et c'est une concurrence saine qui permet d'aller de l'avant, d'aller se réimaginer en permanence. T'as des acteurs historiques qui vont être Interflora ou ce genre d'acteurs qui se lancent aussi dans le cadeau, pas que dans la fleur. Aujourd'hui, Interflora a un gros site de cadeaux. Mais puis, t'as des petits acteurs comme nous ou des challengers un peu qui viennent et qui vont aller tâter le terrain pour essayer de sortir du lot. Et justement, c'est là où
la créativité fait la différence. La créativité de communiquer, la créativité, la façon différente dont on communique, la façon différente dont on imagine les produits. Oui, parce que là, du coup, toi, t'es pas une marque comme Interflora qui est connue, entre guillemets, qui est peut-être le réflexe bateau quand on va acheter des fleurs, pour le coup. Mais donc, aujourd'hui, tu te bats contre des concurrents que sur Internet et via ta présence en ligne. Donc, ça va être quoi, des ads? C'est là où est le nerf de la guerre, en fait, pour faire la différence? Ouais. En fait, il y a beaucoup de leviers à activer pour bien réussir sur le web. Ça va aller de l'affiliation à l'influence, aux ads, Facebook Ads, Google Ads, qui sont deux façons différentes de faire de la publicité. Pinterest, TikTok, Snapchat, tous ces leviers-là, toutes ces plateformes sont des leviers différents pour aller chercher des nouveaux clients. Et puis, tu as un levier un peu indirect, mais qui est ta visibilité et ta différenciation produit. Donc nous, on joue beaucoup là-dessus. On essaye vraiment d'imaginer des produits qui sortent de l'ordinaire. On essaye vraiment d'avoir les meilleurs produits, de négocier des exclusivités avec des marques qu'on trouve en pépite rapidement. D'accord. Parce qu'on sait que ça peut péter et qu'on leur donne leur visibilité, leur première visibilité. Et après, on a un énorme enjeu de notoriété sur la marque. C'est vrai, comme tu dis, aujourd'hui, Interflora est très connu, nous un peu moins, mais on a un énorme enjeu de le devenir. Et ça peut passer par plein de choses, y compris par des retail, par du retail, de la boutique physique, y compris par des newsletters, y compris par la façon dont on communique avec les influenceurs ou sur les réseaux sociaux. Ok, on va revenir après sur les réseaux sociaux plus spécifiquement et les influenceurs, mais du coup, donc aujourd'hui d'être en province, parce que t'es basé à Nice. Oui. Aujourd'hui, c'est pas un désavantage. Enfin, est-ce que c'est comment tu le vois? Non, au début, je pensais que c'était un avantage carrément, parce que nous, on gère notre propre logistique. Le prix du mètre carré à Nice, il est beaucoup moins cher qu'à Paris. Après, on a choisi aussi Nice, qui est quand même la deuxième ou troisième ville la plus chère de France, donc on n'est pas non plus au fin fond de la Creuse ou de la Corrèze. Mais l'avantage du e-commerce, c'est que tu peux le faire de partout. Honnêtement, tu as besoin d'un ordi, un peu de sous pour faire tes premières créas, tes premiers ads, un peu de sous pour acheter tes premiers produits ou concevoir tes premiers produits. Mais à partir du moment où tu as un ordi et un peu de créativité, partout, la Poste livre partout, enlève partout, fait des enlèvements partout. Donc nous, on a commencé dans un petit local de 50 mètres carrés dans le centre-ville de Nice. Aujourd'hui, on a un entrepôt de 450 mètres carrés en périphérie. Et nos bureaux sont toujours dans le centre-ville, mais voilà, tu peux être un peu partout où tu veux. C'est l'avantage qu'on a eu quand on a quitté Paris avec ma femme qui est mon associée. On s'est posé la question de ce qu'on avait envie de faire, et c'est vrai que le e-commerce faisait partie des bonnes pistes parce que on pouvait le faire depuis Nice facilement sans avoir à être à Paris toutes les semaines, quoi. Et d'être connecté à cet écosystème parisien n'est pas un désavantage quand même par rapport au monde des startups, au monde des médias ou des choses comme ça pour toi? Non, pas trop. Le monde du e-commerce, c'est un monde très héroïste. Donc, on a des partenaires avec qui on travaille régulièrement. Ces partenaires qui soit nous payent, soit on les paye. Mais il y a une relation un peu financière entre nous deux qui est très, très héroïste. Et après, être dans l'écosystème... Non, honnêtement, la digitalisation aussi a permis beaucoup d'être dans des écosystèmes sans forcément être à Paris. Donc aujourd'hui, on est dans des groupes d'entrepreneurs, on est dans des groupes d'e-commerçants, et ça nous aide pas moins ou plus que si on était à Paris ou pas, quoi. Ouais, donc tu sens pas trop, parce que par exemple le business d'agence que tu connais aussi est un business assez parisien centrique, même si des agences arrivent à évoluer dans ce monde-là en province. Mais beaucoup d'annonceurs sont basés à Paris, et donc c'est quand même plus simple aussi en termes de relations, et les médias sont à Paris. Mais moins dans l'e-commerce. C'est ça qui est plutôt sympa, je crois. C'est que c'est le côté un peu dématérialisé, où tu peux être n'importe où et tu sais même pas d'où vient le colis, mais t'achètes la marque. Donc en fait, ton branding doit être plus fort que ta localisation ou ton réseau, quoi, finalement. Oui, complètement. Quand on a quitté Paris avec ma femme en 2016, on s'est posé la question de ce qu'on avait envie de faire, et quand on a décidé de vraiment quitter Paris, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, Oriane, on a 3 ans pour faire autre chose. On a 3 ans pour que notre réseau s'essouffle et qu'on puisse, et qu'on arrête de vivre sur notre agence d'influence, parce qu'on avait une agence de com, d'influence plus globale. Au bout d'1 an, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires, en une semaine, quoi. Au bout en 7 jours, on était une petite agence, on faisait 450, on a perdu 180 000 euros de chiffre d'affaires. Et on s'est regardé dans les yeux et j'ai dit, rien, en fait, on n'a pas 3 ans, on a 1 an avant de faire autre chose, quoi. Et là, on a eu une rencontre un peu stratégique de quelqu'un qui m'a dit, mais mieux que des fleurs, qui était un side project de l'agence et qui tournait déjà un peu, m'a dit, mais pourquoi tu le développes pas? Combien de chiffre d'affaires ça fait? Et à l'époque, ça faisait 60, 80 000 euros annuels, un peu dans le style. Il me dit, mais si tu veux, tu peux en faire un business à 1 million d'euros, quoi. Et ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, ok, en fait, j'ai plus besoin d'être à Paris, j'ai plus envie d'être à Paris toutes les semaines. Je préfère qu'en Paris c'est du kiff que quand c'est du boulot. Donc on a décidé de
j'ai bossé en intensif pendant 3 mois sur ce projet-là qui était mieux que des fleurs. Et on faisait à l'époque peut-être 1 000 euros par mois ou un peu plus, 3 000 euros par mois. Et en sortie de décembre, donc je bosse octobre, novembre, décembre en intensif. Et sur le mois de janvier, on fait 13 000 euros de chiffre d'affaires. Sur le mois de février, on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est parti un peu comme ça parce que j'ai eu le cran et les bons conseils d'autres e-commerçants d'investir dans les bons leviers, etc., etc. Ouais. Mais c'est clair que c'est un truc qu'on peut faire de partout, sans forcément être à Paris, sans forcément être dans un réseau. C'est un peu ça aussi l'avantage. Et est-ce que le fait d'être passé sur le modèle agence, qui est assez incertain entre guillemets, parce que comme tu dis, tu as perdu moitié de ton chiffre d'affaires en un mois ou en peu de temps, qui est du coup très aléatoire en fonction, des briefs clients, des appels d'offres qui sont assez réguliers. Est-ce que aussi le fait d'être e-commerçant aujourd'hui te permet d'avoir un peu plus de, je veux pas dire de recul, mais en tout cas de pouvoir même faire ton PNL et ton prévisionnel de façon plus sereine, parce que c'est pas mathématique, mais c'est quasiment plus facile à gérer, parce que c'est du concret, quoi. Et puis tu gères ta croissance, entre guillemets, en fonction de tes investissements, et tu sais que si tu vas investir 10 à gauche, ça va te rapporter 4, etc. Est-ce que ça aussi, ça a joué dans le fait d'avoir un business un peu plus prédictible? Oui, complètement. Quand on s'est lancé un peu dans l'e-commerce, on savait que c'est quelque chose qu'on pouvait construire plus facilement. C'est vrai qu'en agence, si tu recrutes pas de salariés, si tu prends pas des bureaux, si tu vas pas sur les appels d'offres en frontline plutôt qu'en marque blanche, tu peux pas trop te développer, quoi. Et nous, le constat qu'on s'était fait, c'était ok, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on a la boîte et en guillemets tout peut s'effondrer du jour au lendemain si on va pas chercher des clients en direct plutôt qu'en sous-traitance, si on va pas chercher des salariés, si on n'essaie pas de monter de ce côté-là de l'agence. J'ai des copains qui l'ont fait, tu l'as fait, ça marche très bien. Nous, c'était pas notre vocation. Alors quand on a regardé l'e-commerce, on s'est dit en fait, on ne s'adresse pas à 3-4 clients, on s'adresse à 60 000 clients à l'année. Si on en perd 1 ou 2, c'est pas grave. On est moins dépendant d'un levier commercial, mais on est dépendant de plusieurs leviers, qui fait que demain, question bête, mais demain Google nous déréférencie, on a quand même un peu de chiffre d'affaires qui tombe d'ailleurs. Demain, on trouve pas la bonne créa sur Facebook, on a quand même du chiffre d'affaires qui vient d'ailleurs. Donc tout ça a vachement joué dans notre, comme tu dis, la construction d'un PNL plus long terme, plus serein, même s'il y a des aléas, comme dans tous les business. Là, aujourd'hui, s'il y a un aléa, c'est pas nous qui sommes mauvais, c'est tout le secteur qui prend ou toute une crise qui est plus globale. Tu peux maîtriser un peu plus ta croissance, ton développement, ton chiffre d'affaires et donc tes revenus aussi. Puis t'as une vision un peu plus stabilisée, quoi. Même si on est dans un monde compliqué, mais en même temps, ça, c'est après tout le monde qui peut. Le Covid, j'imagine, ça a dû te toucher aussi côté e-commerce, parce que, enfin, peut-être pas, remarque, peut-être ça a explosé. Dans les deux sens, c'est-à-dire que entre 2019 et 2020, on fait x5 de chiffre d'affaires. Ah ouais. Donc, on a vraiment grandi avec le Covid. Et entre 2022 et 2023, on fait moins 30%. Et sauf qu'entre temps, on a staffé, on a pris des bureaux, on a grandi, on a pris plus de stock. Donc, on a appris à grimper très très vite et on a malheureusement à nos dépens appris aussi à tomber très fort d'un coup. Quoi. Et ça, c'était pour moi un learning de fou. Je dis toujours que je dis ça depuis 1 an là, mais ça fait 10 ans que j'ai la boîte. C'est ma première année de vrai dirigeant d'entreprise. Quoi. C'est la première année où j'ai vraiment dû gérer un PNL, gérer comment on fait quand on perd de l'argent, comment on fait quand le chiffre est en baisse. Donc c'est bien formateur. Hein. Ouais, maintenant c'est du management, c'est de la gestion, et en même temps c'est peut-être une autorégulation de x5 à moins 30%, ce qui est pas x5. Enfin, t'as pas divisé par 5. On n'est pas retombé à zéro. Donc t'as quand même grimpé mécaniquement. Mais c'est ça maintenant le vrai nerf de la guerre, je crois, c'est de gérer et de développer en même temps. Exactement. Et en plus, je dis moins 30, c'est vrai qu'on s'en sort beaucoup mieux que beaucoup de gens dans l'e-commerce. Ah oui, parce que c'est quand même pas la saison. Parce que on a réussi aussi à souder l'équipe autour d'un projet. Et que lorsqu'il a fallu se reposer en question, se redifférencier, l'équipe était là et ils ont assuré, je rends à César ce qu'il y a à César, mais c'est vrai que l'équipe a beaucoup assuré cette année, les 12 derniers mois, et ça a permis de se redresser et de maintenir que moins 30 sur l'année dernière, de finir un exercice en réalité à moins 6, donc on s'en est très bien sorti, et surtout on est en recroissance depuis cette année, donc c'est quelque chose qui nous a convenu aussi dans l'idée de faire du e-commerce. D'avoir quelque chose de plus stable, quoi. Aujourd'hui, c'est combien d'employés? Aujourd'hui, on est 13 employés. 13 employés, chiffre d'affaires? On fait approx 4 millions d'euros à la fin de l'année, normalement. Ok. Donc, c'est une grosse boîte, quand même. Ça commence à grandir. C'est un gros chiffre, c'est pas mal. Ça commence à grandir. On est loin encore de où on veut amener ce projet.
Oui, on pense qu'on peut amener encore plus loin. Ouais, j'imagine. On a eu 3 années très formatrices là sur le Covid, le post-Covid. Ouais. Et puis après, nous, on sait où on veut aller avec ce projet. Mon associé Oriane et moi, on sait où on veut aller avec ce projet. On a certaines ambitions et on essaie de les mettre en œuvre, de mettre tout en œuvre pour y arriver, quoi. Ouais. L'international, c'est un sujet que tu regardes ou c'est un sujet qu'on regarde. C'est une source de croissance normalement assez naturelle en plus sur l'e-commerce parce que tu peux envoyer en France, mais tu peux envoyer à l'étranger. Oui. Aussi. Aujourd'hui, on a environ 5% de nos colis qui partent à l'étranger. D'accord. C'est pas énorme dans l'e-commerce. Il y en a beaucoup qui font beaucoup mieux. Ouais. On fait 0 marketing à l'international. C'est un sujet qui nous intéresse. Mais on a une sorte de gestion un peu bon père de famille de la boîte. Ouais, je comprends. Donc, on choisit un projet par an qu'on essaie de développer. Et ça sera pas celui de cette année. Donc, on a fait récemment une acquisition. On essaie de faire de la croissance externe sur un projet, si on peut en parler. Bien sûr. On a fait de la croissance externe et on se donne 6-9 mois pour y arriver. Et si au bout de ces 6-9 mois, on a réussi à redresser la barre de ce projet-là qu'on a acheté. Donc pour le projet, c'est petitcube.com. D'accord. C'est un autre concurrent, c'est un concurrent ami dans le cadeau aussi, dans le cadeau personnalisé. C'est une boîte qui a eu une très bonne, entre guillemets, heure de gloire, qui est montée jusqu'à 2 millions et quelques de CA, qui est retombée aujourd'hui à 700 000 et que nous, on pense pouvoir redresser pour aller chercher des beaux volumes et surtout faire plaisir aux gens parce que à un moment, ils ont expédié à 60 000 personnes, des petits cubes. On pense pouvoir y aller. Donc, c'est notre projet de 2024. Et on espère qu'on va y arriver à bout. Et après, si ce produit-là aboutit, on a 2 pistes de développement. Ça sera en effet soit l'international, soit le retail qui nous intéresse aussi beaucoup. D'accord. Donc là, quand tu rachètes Petit Cube, tu réintègres l'équipe dans Mieux que des fleurs ou tu laisses la marque à côté qui se développe et que tu remets en place? En fait, la façon dont on se voit, c'est l'agence qui est derrière, donc Big Kids, l'agence qui est derrière Mieux que des fleurs, a racheté l'ADN, la marque, le stock bien évidemment, les machines bien évidemment. On a entre guillemets eu la chance en tant que repreneur d'activité de ne pas reprendre les salariés qui sont partis dans une structure B2B. C'était une petite boîte, 3 salariés. Ils sont tous partis dans une autre structure B2B. Et nous, de notre côté, on a récupéré la marque, l'ADN, les réseaux sociaux, l'historique, la créa, tout ce qui a le fichier client, tout ce qui est actif, on va dire, dans la société. Et on a intégré ça à Big Kids, mais pas forcément à Mieux que des fleurs. Il y a des jonctions entre les deux. Il y a des produits annexes qu'on va retrouver sur les 2 sites. On utilise la même plateforme logistique, nous, derrière. On utilise les mêmes entrepôts, les mêmes cartons, ce genre de choses. Mais le global... Mais on veut développer 2 marques. Aussi un peu pour un learning pour nous. Oriane et moi, on a vocation à avoir plusieurs activités. On a envie d'avoir plusieurs activités au sein de cette structure-là. Et c'est vrai que garder 2 images, 2 identités fortes, c'était quelque chose d'important. Ça fait 2 portes d'entrée différentes. Et puis tu peux te différencier aussi, t'auto-concurrencer peut-être sur des sujets. Petit Cube est un projet qu'on a adoré voir grandir. Et quand on a appris que ça pouvait s'arrêter, on s'est positionné très rapidement parce qu'on voulait pas que ça s'arrête. Nous, on adore le produit. Donc voilà. Ok, super. Écoute, top, ça marche bien, ça se développe. Plein d'idées, j'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plutôt parler ici d'influence et de réseaux sociaux, notamment dans éventuellement des leviers d'acquisition, ou comment toi tu vois un peu ce levier marketing? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta com, de Mieux que des fleurs notamment, parce qu'il est quand même le projet phare de Big Kids, est-ce que tu fais appel à des influenceurs aujourd'hui pour communiquer ou pour vendre des produits comme on peut faire avec des marques classiques? Oui, carrément. On a différents niveaux sur lesquels on interagit avec les influenceurs. Le premier, je vais dire un niveau un peu classique, ça va être des influenceurs presque médias, chez qui on va aller chercher de l'affiliation. Donc ça va être vraiment une approche transactionnelle, héroïste, suivie. Ils vont parler de nos produits, de nos projets, soit nous intégrer dans les articles, soit nous intégrer sur leurs réseaux sociaux. Et en échange, ils touchent une commission sur les ventes. D'accord. C'est assez basique. Ça marche bien, ça? Le premier. C'est un de nos plus gros leviers aujourd'hui. Ça doit être notre 4e ou 5e levier d'acquisition. Donc là, on répond à la question, est-ce que l'influence fait vendre? Oui. Ah oui, l'influence fait vendre. Voilà, ça on garde. Et l'influence fait vendre. Et sur les 3 niveaux, dont je vais te parler, on vend. Le premier, ça va être donc l'affiliation. Le deuxième, ça va être la création de contenu. D'accord. Donc, nous, on va faire appel à des nano-influenceurs qui vont aller des créateurs UGC, qui aujourd'hui n'ont pas forcément une énorme audience, mais qui sont doués pour créer des contenus TikTok friendly, Instagram réel friendly, Instagram globalement, qu'on ne sait pas forcément faire en interne ou qu'on essaie d'avoir en masse. On va utiliser ces contenus soit pour nos réseaux sociaux en organique, soit pour de l'ADS. Et là aussi, on voit que ça vend. C'est aujourd'hui, je ne saurais pas te dire le pourcentage, mais il y a une bonne part de nos créas publicitaires
sur Meta, sur TikTok, qui sont issus de ces contenus-là, créés par ces nano-influenceurs, qui sont très forts pour vendre leurs skills, mais qui sont pas forcément très connus. C'est un peu la génération TikTok de gens qui ont percé sur une vidéo, mais qui malheureusement sur le reste de leur vidéo top les 10 000 vues max, et qui arrivent à vendre quand même leurs skills leurs compétences de créateurs. Et après, le troisième levier, ça va être vraiment les influenceurs à proprement parler, chez qui ont de l'audience et des contenus de qualité, chez qui on va essayer de créer des contenus en partenariat, soit pour pousser une offre chez nous, soit pour pousser un marronnier chez nous. Et là, c'est très variable. Il y a des influenceurs qu'on peut payer 3 000 € et qui vont nous générer 15 ou 20 000 € de CA. Il y a des influenceurs qu'on peut payer 4 000 € et qui vont générer 2 000 € de CA. Donc on va vraiment travailler les deux en même temps. Ça veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais. On va travailler la notoriété, et l'approche ROI pour vendre, notamment aux abords des marronniers, quoi. Donc toi, ton ROI avec l'influence, c'est le chiffre d'affaires. Oui. Principalement. Si tu veux, on a un tableau Drive où on suit toutes nos campagnes d'influence et dans lequel on va aller chercher combien ça nous a coûté en produits, combien ça nous a coûté directement et combien ça nous a rapporté directement, c'est-à-dire lié au code promo ou au lien traqué, mais aussi ce que nous a rapporté dans les jours d'après. Okay. T'as fait de la télé-réalité ou pas? On n'a jamais fait encore de la télé-réalité, je crois. Si, peut-être... Je pense que t'as bien fait, c'est fini. Écoute, je crois qu'on a fait une influenceuse maman qui a dû faire qui passait un peu dans une télé, émissions de maman un peu. Et je pense que ça avait bien marché en plus, mais pas de la télé-réalité brute. Et tu sponsorises pas les anniversaires d'influenceurs? Non, on ne sponsorise pas les influenceurs. Il faut faire ça. Genre, tu leur fais leurs cadeaux personnalisés. Co-branding, t'as fait? Écoute, on n'a pas fait du co-branding direct, mais on a fait genre des créations. Genre la box Lena ou la box machine. On s'est posé la question de le faire un peu. C'est vrai que quand on voit les succès que peuvent avoir des marques avec Lena ou avec d'autres créateurs, hier encore, il y avait Andy Ella qui a lancé son propre e-shop et qui montre le nombre de ventes qu'elle fait en 24 heures. C'est impressionnant. Il y a un intérêt à aller chercher des influenceurs qui peuvent vendre et qui savent vendre. C'est aussi un peu le rôle, je pense, des agences de talent, bien sourcer les bons influenceurs. On a déjà rencontré ce genre de problématiques et c'est vrai que les agences sont souvent de bons conseils pour nous proposer les bons influenceurs en fonction de nos problématiques. Non, parce que c'est vrai que des fois, les influenceurs aiment bien créer leurs propres produits. Il y a une tendance en ce moment de monter des e-commerce, parce que comme tu l'as dit, c'est quasiment des marques médias. Ouais, complètement. Donc elles ont un pouvoir d'attraction et des fois la tentation est assez proche de remplacer les marques donc elles font la promotion par leur propre marque ou leurs propres produits. Non pas pour gagner plus d'argent, mais parce que co-création, un peu plus authentique, etc. Donc c'est vrai que c'est des sujets de développement chez les influenceurs aujourd'hui de créer leurs propres produits. T'as pu le voir avec Mon Petit Bikini et Nolita, qui au début était une collab et ensuite est devenu un business à part entière. Parce que du coup ça marche bien et les deux se complètent assez facilement. Complètement. Après peut-être que dans ton univers c'est vrai que t'es plus dans le cadeau, donc t'es moins dans le produit fini, je dirais. Mais c'est vrai que c'est une grosse tendance des influenceurs et tu vois, nous on avait Choupa Choups à l'agence, à un moment donné on faisait sponsor d'anniversaire, quoi, parce que tout le monde aime les sucettes de Choupa Choups, tout le monde veut des roues chez soi, et on était sponsor officiel des fêtes ou des anniversaires influenceurs et ils étaient comme des fous. Et Lena, je crois, a toujours gardé sa roue derrière ses vidéos YouTube. Donc nous, ça nous fait du branding en plus, ce qui est bien. Mais c'est des choses comme ça qui sont intéressantes parce que c'était sur l'émotion, quoi. Et puis c'est bien d'être partenaire d'un événement privé, en fait. Mais non, mais c'est super. Et aujourd'hui, tu vois que le monde de l'influence a changé, puisqu'on a commencé. Alors je le rappelle encore, mais Joe était mon premier salarié chez Influence Digitale à l'époque, qui est devenu agence des médias sociaux et maintenant ADMS.Paris, mais très beau glow-up. Voilà. Très beau glow-up. On a évolué progressivement en fonction du marché aussi, parce que l'influence digitale, ça s'appelait comme ça avant. Quand on faisait relations blogueurs, c'était l'influence digitale, et puis après l'agence des médias sociaux quand les plateformes sont arrivées. Je rappelle quand même que l'agence que j'ai créée, c'était en 2010, donc on parle d'un temps où Instagram n'existait pas, TikTok n'existait pas. Il y avait que Twitter et Facebook et les blogs. Et Joe était aussi un super blogueur sur Whitezine. T'as toujours Whitezine ou non, t'as arrêté? Je regrette un peu de pas l'avoir maintenu. Ouais, c'est dommage. C'était dommage quand même. C'était un beau truc, Ouais, c'est sympa. Ça s'est arrêté il y a 8 ans. Ah oui, quand même, il y a longtemps. Bon. Qui était un petit Fubiz, enfin un petit Fubiz. Qui était bien, Fubiz, franchement, qui était Fubiz a bien réussi, bravo Romain. Voilà. Fubiz Romain a tenu la corde et a il développé, donc ça c'est chouette. Et voilà, donc comment tu vois aujourd'hui toi par rapport à ces
les débuts de l'influence qu'on a vécu ensemble. Comment tu vois aujourd'hui ce marché de l'extérieur? Écoute, je trouve qu'il a très très bien évolué. Franchement, je me rappelle que j'étais salarié chez toi en 2010. Ouais. Je me rappelle qu'on se battait un peu pour faire comprendre aussi aux agences, aux annonceurs, que il fallait plus de création de contenu et pas forcément du RP un peu à proprement parler. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a bien pris et tu vois comment les influenceurs créent des contenus ultra quali pour les marques. Je trouve ça génial. Quand tu regardes des filles comme Lena qui arrivent à ouvrir des restos brandés, ultra bien brandés, quand tu vois des gens comme, je reprends Lena, mais qui finit par, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle est chez Promode, qu'elle est créatrice de Promode ou Camailleux. Camailleux, putain, j'ai dit des bêtises. Mais c'est juste génial. Enfin, tu vois, je trouve qu'il s'est très bien professionnalisé, que les très bons créateurs de contenu sont sortis. C'est quelque chose nous, on routait, on voulait absolument pousser ça. Je l'ai fait aussi quand j'ai monté Big Kids au début, à faire du lobbying pour faire comprendre que la création de contenu primait sur l'audience. Et je trouve qu'aujourd'hui, le milieu se porte très bien grâce à ça, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on s'est vachement... Au début, je me rappelle, on allait voir les clients, il fallait leur expliquer qu'est-ce que c'était qu'un blogueur, parce qu'on parlait de blogueur à l'époque, pourquoi lui était meilleur que l'autre. On travaillait notamment sur Kia, qui était un de nos premiers clients. Et il fallait faire comprendre qu'un blogueur mode allait vendre des voitures, entre guillemets, ou allait créer du contenu pour montrer la nouvelle voiture. C'était pas facile. C'était pas facile tous les jours. Quand moi j'allais chez la Halo Chaussures et leur dire on va monter une page Facebook, on dit ouais super, pourquoi pas, mais ça sert à quoi? Donc, on est passé dans un temps un peu compliqué, d'éducation. Aujourd'hui, voilà, on a un vrai marché, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il y a un vrai marché d'influence. Mais tu sais, en sortie de chez toi, je suis allé chez Gameloft dans le jeu vidéo, et il y avait, j'ai eu la chance d'aller chez Gameloft parce qu'il y avait une maturité déjà sur le secteur, que ce soit sur le secteur des réseaux sociaux, que ce soit sur le secteur de l'influence. On avait beaucoup de responsabilités. Le HQ étant en France, j'étais au HQ, donc j'avais beaucoup de responsabilités et beaucoup de liberté. Et c'est vrai, et on avait beaucoup de budget. Pour une marque à l'époque, c'était rare d'avoir des budgets comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai adoré cette période-là, même si j'ai eu envie de partir et de changer, mais j'ai adoré cette période-là parce que j'avais pas besoin de faire du lobbying en interne pour faire comprendre quelque chose. Il y avait cette volonté-là de faire du digital très rapidement. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à ça, donc toi, tu travailles avec des influenceurs, tu vas en direct, j'imagine? Ou tu passes par les agences? On y va en direct. C'est vrai que l'inconvénient et l'avantage du e-commerce, c'est qu'on bosse beaucoup de choses en direct. Nous, on a la logistique en direct, en interne, on a le e-com en interne, le marketing en interne. On passe généralement, on va directement voir les influenceurs. Souvent, on est redirigé vers leur agence, leur agence de gestion. Talent, Et il y en a des bonnes et des mauvaises. Il y en a des bonnes qui font un vrai métier d'agence, donc qui vont aider à concevoir un brief, qui vont aider à créer, qui vont aider à avoir des retours. Ce qu'on leur demande. Et il y en a qui vont se contenter de juste prendre une commission et d'être vraiment la mise en relation. Forcément, on préfère ceux qui nous poussent à mieux faire. Des fois, on va voir un influenceur et l'agence nous réoriente vers un autre de son catalogue parce qu'elle sait qu'il peut mieux vendre notre produit. Et je te l'ai dit, mais ouais, souvent c'est arrivé que ça fonctionne mieux avec cet influenceur-là parce qu'il est bien mieux ciblé pour nous, pour notre audience, quoi. Ouais, normalement l'agence est censée connaître le talent un peu mieux que nous. Exactement. Enfin que l'extérieur en tout cas, et donc de se dire ça c'est un produit qui marcherait mieux sur tel influenceur que l'autre. Alors des fois. C'est parce qu'ils veulent faire travailler tout le monde aussi, des fois. Mais c'est souvent parce qu'ils sont peut-être plus doués. Donc, si ça marche, tant mieux. Mais c'est bien pour toi. J'imagine aussi d'avoir des gens en face qui connaissent mieux le talent que toi pour voir aussi les perfs. Parce Exactement. que, comme toi, t'es très dans la perf. Perf et contenu, de ce que j'entends. Nous, si tu veux, avec le temps, je le cache pas que mon expertise influence, elle s'est évaporée et je suis plus très... je suis plus le meilleur aujourd'hui en influence. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Et je suis moi aussi dans l'affût des nouveaux influenceurs qui montent ou ce genre de choses. Et donc forcément, avoir des gens en face qui, eux, savent de quoi ils parlent, moi, je trouve ça bien. C'est plus conforme. Après, tu connais les mécaniques. Donc, bien sûr. Même pas... Mais aujourd'hui, non. Et du coup, quand tu fais appel maintenant, tu sais qu'il y a la nouvelle loi commerciale qui est sortie, donc le nouveau projet de loi qui encadre beaucoup plus contractuellement parlant, les rémunérations, les contrats entre les marques et les influenceurs. Dans tes dernières campagnes, donc tu as dû, j'imagine, appliquer les nouvelles lois. Est-ce que tu vois que c'est un sujet différent? Est-ce que les perfs sont meilleurs ou... Sincèrement, moi je trouve que c'est pareil. D'accord. Je trouve que c'est mieux, que ça régule le marché. Déjà, ça règle le marché par rapport aux influenceurs.
mais ça permet aussi. Moi, je pense que un bon contenu, il est un bon contenu, peu importe s'il y a marqué commercial ou pas dessus. Hein. Cyprien, il fait des vidéos en ce moment où l'intégration de la pub est ultra bien faite. Rien à dire là-dessus. Donc moi, je trouve que si le contenu est intéressant, s'il est bien construit, s'il est intéressant pour l'audience, qu'il est marqué dessus collaboration commerciale, il y a pas c'est pas un problème. C'est moins vrai si on veut vendre du shampoing ou si on veut vendre de la protéine. Dans notre cas ou dans le cas de beaucoup de projets, je trouve que si le contenu est bien fait, il n'y a pas de raison que ça passe moins bien, quoi. Et on l'a vu chez nous, ça ne change absolument rien. Ouais, non, mais après, si je suis d'accord, c'est le talent qui prime. Justement, c'est là où on va avoir les meilleurs, quoi. De toute façon, les gens sont pas dupes, ils savent qu'il y a une relation commerciale. Dans tous les cas. C'est pas en le marquant que ça va changer les choses, quoi. Normalement. Après, des fois, les plateformes peuvent un peu pénaliser certains contenus parce que c'est en commercial, mais ça, c'est jamais officiel et on sait jamais trop, mais on le voit quand même sur les perfs. C'est vrai. Et aujourd'hui, toi, les réseaux sociaux, c'est important dans ta com par rapport au site et par rapport au branding que tu veux faire? Oui, complètement. Sur mes 13 profils, j'en ai 2 qui sont dédiés exclusivement aux réseaux sociaux. D'accord. J'en ai une en plus qui fait du contenu. J'en ai quelques on bosse à travailler avec quelques freelances qui font en plus des contenus pour nous. C'est clair que c'est primordial. Aujourd'hui, on a sur Mieux que des fleurs, doit avoir 55 000 abonnés, un peu comme ça, sur un truc comme ça sur Insta. C'est 55 000. Quand on poste une story, on sait qu'elle est vue 2 ou 3 000 fois, quoi. D'accord. On sait que tu vas générer c'est du potentiel. Ouais, c'est de la vente. T'arrives à mécaniser une audience de 50 000, 3 000 vues de story, X ventes. On le fait pas de façon automatique. Non. Sur nos newsletters, oui. Parce que c'est chiffré, traqué très bien. Sur les réseaux sociaux, un peu moins. On le fait, on est en train d'enregistrer la veille du Black Friday. On le ferait sur ce genre d'opération où on va savoir qu'il y a des codes promo qui sont diffusés, etc. Mais on va pas aller le traquer parce que le tracking mobile, c'est pas le plus abouti encore en fonction des changements de plateforme, etc. Mais demain, on fait une opération avec un influenceur, on arrive à la traquer. Et sur nos réseaux sociaux, on diffuse assez quand on sait que ça peut convertir. D'accord. T'es essentiellement Instagram ou TikTok aussi aujourd'hui? On est essentiellement Instagram, purement parce qu'on n'a pas l'expertise TikTok en interne. D'accord. On vient de recruter en ce début de semaine un profil pour nous aider à commencer à s'en sortir mieux là-dessus. Le retour, c'est que Mieux que des fleurs est une marque très TikTokable. On a des produits qui sont très adaptés à TikTok, que ce soit nos produits ou ceux qu'on revend. Donc on essaye d'être un peu mieux là-dessus, d'où le recrutement spécifique sur ce projet-là, globalement sur les réseaux sociaux avec un vrai focus Instagram réel ou TikTok, même YouTube Shorts aujourd'hui ça commence à prendre. Donc on a un vrai enjeu là-dessus et on commence à travailler là-dessus. Ouais, parce qu'en plus c'est très visuel comme produit, donc c'est plutôt sympa et ça peut s'y prêter au montage TikTok. Ouais, c'est très visuel. C'est assez surprenant, assez. On a fait quelques créations de contenu avec des utilisateurs IGC et on a vu la viralité que ça peut avoir. J'accompagne aussi 2 jeunes qui ont un projet aussi beaucoup basé sur TikTok et j'arrive à voir qu'un TikTok qui perce, c'est 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires pour quelques heures de création, quelques minutes de création parfois. Donc c'est clair que les gens qui disent TikTok ça fait pas vendre, ça me rappelle quand les gens nous disaient à l'époque Instagram ça fait pas vendre. Si, ça fait vendre. Et juste il faut bien le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu t'es pas posé la question au début, mais t'as un modèle de réussite. Enfin, est-ce que c'est un copycat d'un site américain en général qui existe ou pas? Alors c'est drôle parce que non, c'est pas un copycat. D'accord. Mais on s'inspire beaucoup de quelques e-shops australiens. On s'inspire beaucoup de ce que peuvent faire les Australiens. D'accord. Ils sont très bons là-dessus. Les Anglais sont très forts dans le cadeau. Les Américains bizarrement un peu moins. Et puis récemment il y a aussi des boîtes autrichiennes ou allemandes qui font des très bons contenus et qui font des très bons cadeaux. Donc on s'inspire pas mal. Il y a 2-3 après l'avantage de TikTok, encore une fois, c'est que je veux dire un peu la décentralisation, mais l'explosion de tout le monde. Tout le monde peut percer. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a une sorte de groupe WhatsApp ou de groupe Insta dans l'équipe Mieux que des fleurs. C'est vrai qu'on se partage les inspi parce que ça peut venir de n'importe où. Donc, on n'a pas forcément un modèle qu'on suit. Après, moi, j'ai des modèles d'entrepreneurs ou des modèles que j'aime bien, que j'apprécie et que j'aimerais bien suivre. Mais pas sur le concept, pas sur la façon de communiquer. Des boîtes comme Merci Andy, tu vois, qui font un produit de gel, au début, c'était même pas Covid. Enfin, c'est même pas encore Covid. C'est juste du gel pour sentir bon des mains. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, qui a quand même bien marché sur les réseaux, notamment TikTok.
Ça a drivé ça quand même. Lui, donc le fondateur de Ouais. Mercendi, il est très fort là-dessus, rien à dire. Il a réussi à créer une love brand, mais Ouais. qui est impressionnante. Je me rappelle, moi on avait une stagiaire en 2015 ou 2016 qui m'avait dit on pourrait rajouter Merci Andy sur Mug des Fleurs. Et moi j'étais là, mais les gens ils vont pas acheter du gel dans un colis. Ouais. Il me dit mais si, ça pourrait marcher et tout. Et aujourd'hui, Merci Andy, on le vend sur Mug des Fleurs et c'est top 10 de nos ventes. Ah, c'est Donc c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire lui et son équipe. Et après, ils ont carrément monté un studio de création pour Ouais, c'est TikTok parce qu'ils savent faire et qu'ils sont très bons là-dedans. Je suppose que c'est pas facile tous les jours et que ça va pas forcément à chaque fois comme on veut. Mais il y a des marques qui sont construites beaucoup sur TikTok. Ouais. Il y a des marques de sauces américaines qui cartonnent, font des sauces pimentées et qui cartonnent, qui font des centaines de milliers de ventes par mois juste avec leur TikTok. C'est impressionnant. Fou, hein. Le bon exemple pour moi TikTok, c'est Matt Rife. Matt Rife, c'est un humoriste américain ou à la française, Redouane Bougueraba, Ouais. qui était inconnu il y a 3 ans ou sur les très réseaux, peu ouais. et qui a percé grâce à TikTok. Aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de billets en France Ouais, grâce à TikTok. TikTok. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, c'est une machine. Bah, c'est là où tu vois qu'on a changé d'univers. C'est-à-dire qu'à par rapport à nos époques, on faisait de la com et on faisait du RP-com. Aujourd'hui, quand tu es e-commerçant, quand tu peux vendre en ligne, tu arrives à en faire un vrai levier d'acquisition, un vrai levier marketing, parce que ça cartonne, quoi. Et ça marche. Et après, je dirais que la force du branding, quand tu vois Merci Andy, où tu peux te dire au début sur le business plan, ok, c'est des gels pour des mains, bon, il y a des gels pharmaceutiques, il y a des gels qui existent déjà parce qu'il n'a pas inventé. C'est plus joli, c'est plus beau, c'est glowy, c'est machin, c'est ce que tu veux, mais c'est le branding, en fait, tout ça. Et c'est le branding qui fait son succès, je crois. Ouais. Je dis pas que le produit est pas bon, mais Beaucoup. c'est 80% de branding et évidemment le produit y suit. Donc ça, c'est presque obligatoire, mais. C'est ce que j'essaie d'expliquer souvent quand on parle de produits qu'on rentre sur Mug des Fleurs. Ouais. On nous dit ouais, mais nous il est meilleur, il a meilleur goût, ou il est plus bon, ou il sent mieux. Oui, mais les gens achètent en ligne, les gens achètent sur du visuel. Donc si le visuel n'est pas bon, ça rendra pas. Et c'est ce que Merci Andy a réussi à faire. Je dis pas que leurs gels ou que leurs produits sont pas très bons, leur crème elle est géniale, mais c'est vrai qu'ils ont cartonné parce que c'était beau et que ça a parlé à une génération. Donc je trouve ça, c'est pour moi le premier critère par exemple d'entrer sur Mug des Fleurs, c'est faut que ce soit beau, faut que ça parle à cette génération-là qui achète en ligne, quoi. Et aujourd'hui, dans tes clients, t'as des jeunes, des moins jeunes, c'est assez régulé. C'est assez répandu. On a un corps de cible qui va être 25-35. Femme qui commence à avoir du pouvoir d'achat à 25 ans, qui peut se permettre d'acheter un cadeau à 45-50 euros. Ouais. Et qui va un peu se renouveler dans les cadeaux, quoi. Exactement. Aussi, qui peut se renouveler. L'insight, quoi. Ouais. Nous, on a cartographié sur l'année 12 occasions de faire un cadeau. Et donc, on essaye d'être là pour ces 12 occasions. On a activé et des leviers marketing et une façon de parler qui fait que il faut que tu penses à nous quand tu as besoin de faire un cadeau, que ce soit pour la fête des mères, la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des papis, un anniversaire, etc. Les Santa Christmas, là, tu t'y es mis? Et les cadeaux à moins de... Les Secret Santa. Alors, Secret Santa, nous, c'est un parti pris qu'on a fait l'année dernière aux abords de la, entre guillemets, crise économique qu'on a traversée. On a fait ce parti pris contrairement à beaucoup de nos concurrents, d'aller chercher des petits cadeaux. Beaucoup de nos concurrents ont des paniers moyens à 70, 80 euros et travaillent ce panier moyen en allant chercher des produits à 300 euros, 200 euros. Et nous, on a fait le parti pris inverse de dire non, nous, on veut que vous veniez acheter chez nous des produits à 5 ou à 10 euros. Donc, on a rentré beaucoup de produits qui sont sous la barre des 15 euros, sous la barre des 20 euros. Récemment, on a rentré un truc qui s'appelle le Bitcone. C'est des petits fin de cornet de glace. Des petits biscuits au chocolat avec vraiment, on dirait la fin du cornet de glace. Je vais pas donner le chiffre, mais c'est devenu top seller en 3 semaines et aujourd'hui c'est donc c'est un produit que tu manges. C'est un produit à grignoter. Juste ce que tout le monde veut à la fin de la glace. Exactement. C'est le bout du code. C'est très un produit TikTokable parce que tout le monde kiffe son petit cornet, le cul du cornet de glace. Et au final là, tu te retrouves avec un petit sachet où il y a une petite vingtaine de petits cornets de glace et tu les manges et c'est addictif, c'est trop bon et c'est un produit très très Instagram friendly qui arrivait très vite top 1, top 2 chez nous, quoi. Et c'est pas une marque de glace à la base. Et c'est pas une marque de glace, c'est 2 jeunes qui ont monté ça il y a quelques semaines, quelques mois, et on a commencé à les distribuer. C'est des Français? C'est des Français. Ah, génial. Ouais, c'est génial. Le produit est vraiment génial et je te dis top 2 ou top 1 vente en ce moment, quoi. C'est fou. Et ça coûte 6,90 €. Ouais, donc t'es déjà dessus. De base, t'as déjà intégré l'offre dans Mug des Fleurs. On veut vraiment, on se positionne plutôt bien sur les idées Secret Santa et on a vocation à en faire de plus en plus, quoi. Et
en réalité, on a remarqué que les gens venaient chez nous pour un Secret Santa à 5 euros. Et c'est ce que tout le monde nous dit, mais t'as pas envie, tu payes du marketing pour que les mecs viennent chez toi pour un cadeau à 5 euros. Et c'est vrai que nous, quand tu fais ton Secret Santa, tu en profites aussi pour acheter soit ton cadeau de Noël, soit ton vrai cadeau de Noël pour ta famille, soit le Secret Santa de toute l'équipe. Et donc très vite, on se retrouve quand même avec un panier moyen à 55 euros. Et on n'a pas ce problème-là de panier moyen qui baisse parce qu'on propose des produits. Et puis c'est un produit d'appel, donc c'est pour faire venir les gens sur le site déjà, une fois qu'ils sont dedans. Après, c'est la magie du site, j'imagine. C'est la première année qu'on fait un Black Friday, parce qu'on sent que financièrement, c'est un peu plus compliqué pour certaines personnes cette année. Oui, t'as le pouvoir d'achat qui est quand même donc on a décidé de le faire, assez impacté. Donc là, il faut aussi s'adapter. Exactement. Et c'est aussi ça qui est sympa, je trouve, c'est de s'adapter à la conjoncture et d'avoir des produits pas qui te font plaisir, mais qui font plaisir. Enfin, vous la demandez là, quoi, où les gens sont demandeurs, quoi. Tu sais, on parlait de ça tout à l'heure sur le fait que c'est un business plus serein, plus rentable, enfin pas plus rentable, plus long terme, plus facilement long terme. Oui, mais c'est aussi un business où il faut se poser la question tous les 3 mois de où est-ce que t'en es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et nous, c'est vrai que mon responsable e-commerce, mon e-commerce manager, il se remet en question tous les mois sur sa stratégie d'acquisition, sur sa stratégie de contenu, sur sa stratégie de produit. Donc on essaie de renouveler en permanence et l'offre et de se remettre en question sur comment on fait, comment on gère, parce que ça bouge beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Écoute, top. On passe à une partie sur les questions d'association d'idées. Donc, je vais te donner un mot, tu m'en donnes un autre. Ok. C'est ça l'idée. Créateur. De 0 à 1, tu vois, c'est le moment où tu peux le faire le plus de choses. C'est trop cool. Moi, c'est ce qui m'excite aujourd'hui dans mon métier. Ouais. Nice. Nice, tranquillité. Affluence digitale. Ah, putain, c'est mon premier CDI. Ce terme-là sera toujours mon premier CDI, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, dans la vie active, quoi. Donc, je me rappelle de Joe, quand on a fait l'entretien, j'étais encore chez TBWA. Et donc, j'ai fait l'entretien pour un stage au début. Et je sais que j'étais en train de bouger, qu'il y avait pas mal de mouvements à l'époque où j'étais chez TB. Et donc, je lui ai dit, on fait l'entretien chez TBWA. Mais il est possible qu'on ne travaille pas chez TBWA. Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu es toujours partant pour finir l'entretien? Et donc, il a suivi et effectivement, j'ai monté Influence Digitale en 2010 et on a travaillé ensemble le premier jour ensemble en tant que stagiaire pour Joe. Et moi, c'était mon premier jour aussi. Donc, on a commencé ensemble. Ce qui était évidemment à l'époque Influence Digitale parce que mon département à l'époque s'appelait comme ça et c'est ce qui qualifiait les blogueurs. On parlait d'influence digitale pour se différencier de l'influence normale. Mais moi, c'est ce qui m'a plu aussi chez toi, c'est le côté, tu m'avais dit, je me rappelle, mot pour mot, tu m'avais dit, si tu veux, je te signe un stage chez TB, mais ça sera probablement pas avec moi, ou si tu veux, rejoins-moi, et alors il faudra tout faire, on va s'éclater. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Moi, je suis un entrepreneur, j'aime bien les gens qui font des choses. Dans mon équipe, il y a des gens qui sont partis pour monter des boîtes, je leur ai pas mis des bâtons dans les roues, au contraire, je trouve ça juste génial d'avoir envie de vivre de quelque chose qu'on fait soi-même. Donc je trouvais ça trop cool de te suivre et puis je me rappelle bien de ces premiers jours donc on a démarré ensemble hein. On a ouvert la porte ensemble, je crois, on s'est installé premier jour quoi. On savait pas où on allait et fun fact, j'ai travaillé avec Nabil qui à l'époque aussi était en stage, Nabil, c'était le deuxième stagiaire et ça a été lui mon client pendant 2 ans ou presque un peu plus chez Eurostar. On a fait pas mal de campagnes d'influence ensemble donc franchement donc voilà, ça vous déporte très bonne expérience entre stagiaires, du coup ça a fait du business quoi. Exactement. Liban, compliqué en ce moment, compliqué. Ah ouais. J'y ai pas mis les pieds depuis donc je suis libanais, j'ai grandi au Liban et je me rappelle j'étais chez toi aussi quand j'ai reçu mon papier de nationalisation française. C'est ça. Mais j'y ai pas mis les pieds depuis quelques années déjà, 3-4 ans depuis que j'ai des enfants, donc plus de 4 ans. Ouais. C'est triste, c'est ce qui arrive. Ouais, c'est dommage. Surtout sur l'économie, sur les tensions sociales, sur les tensions politiques, c'est triste. Ouais. Bientôt le Liban. We'll be back. Ouais, c'est un pays qui est toujours rené de ses cendres, donc il renaîtra, je m'inquiète pas trop. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure période en ce moment. Ouais. French Tech, beaucoup de choses. French Tech, écosystème qui s'est très bien peaufiné. J'arrive pas à faire avec un seul mot, mais écosystème qui s'est très bien peaufiné et je trouve ça trop cool. Je me rappelle des soirées le web où on nous disait mais les valos elles s'enflamment pour rien et tout. Là, je trouve que ça s'est professionnalisé, les gens se sont rationalisés et les valos sont beaucoup plus concrètes et beaucoup plus réelles. Moi, je trouve ça bien pour l'écosystème, quoi. Ouais, c'est un marché, en tout cas, l'écosystème French Tech est très mature, très réaliste. On n'est pas sur les vagues d'investissement très hautes, sur les sujets un peu compliqués, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un bon écosystème. Moi, je vois que pas mal de copains sont dans la French Tech ou dans les startups.
Et c'est un super écosystème qui est bien organisé, que pas mal de pays nous envieraient en termes de structuration et en termes de talent, parce qu'il y a quand même énormément de talent. Après, voilà, c'est affiné en permanence, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as vu le lancement de Hamo il y a quelques jours. Ouais. La nouvelle appli des mecs de Zenly. Ouais. Et je trouve ça juste génial. Et ça prouve combien l'écosystème tech est soudé ici. Tu disais ça. C'est vrai que l'écosystème tech les mecs sont ultra talentueux, hein. Ils ont réussi à sortir une app qui déchire et qui est trop belle. Mais c'est vrai que l'écosystème est ultra propice et friendly entre eux entre nous pour sortir ce genre de projet. Franchement, c'est trop cool. Puis on s'en parlait tout à l'heure, mais entre e-commerçants aussi, il y a un bon état d'esprit qu'on n'a pas en agence, hein, pour le coup. Enfin, très peu, mais plus compliqué. Ouais, il y a une bonne entraide aussi, j'ai l'impression. Oui, en e-commerce, c'est impressionnant. Nous, on est dans plusieurs entre guillemets assos ou groupes d'e-commerçants qui vont de 3-4 à une quarantaine, cinquantaine. Et c'est vrai qu'il y a une bienveillance que j'ai pas vue dans d'autres secteurs. Que ce soit dans le jeu vidéo où j'ai été ou dans l'agence. Peut-être parce qu'on est moins concurrents, on est sur la même verticale, mais on n'est pas forcément concurrent frontal. Et du coup, il y a une bienveillance de folie. On s'entraide, on fait souvent des apéros ou on a des Slack communs, des groupes WhatsApp communs pour discuter. Il y a une transparence même vis-à-vis des chiffres, c'est impressionnant. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça tire le marché vers le haut, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que nous, on a un peu ça en agence quand même, parce qu'on fait partie de la ACC toujours. Oui, c'est vrai. Et la ACC, on a un bon développement sur le digital, on se voit une fois par mois, on partage des constats marchés. On travaille beaucoup sur les appels d'offres, voilà, on a aussi des groupes partagés sur lesquels on échange, mais parce alors moi peut-être plus parce que je suis un petit et je suis sur une verticale de la verticale, que sont plutôt des généralistes et des grosses agences. Mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi ce qui fait l'écosystème français, French Tech, c'est d'avoir des secteurs, les e-commerçants, les apps, le développement. Enfin, il y a pas mal les fintech. T'as aussi pas mal d'autres secteurs qui se sont très organisés. Je pense que Station F travaille beaucoup dans ce sens-là aussi, d'investissement, de développement, d'accompagnement, qui fait une bonne place quand même. Quand on dit le Startup Nation, c'est pas nous en général, c'est Israël, mais on essaye de développer le Startup Nation France, qui est quand même un bon axe de développement aussi, quoi. Donc digital oui, mais écosystème, quoi. Complètement. Écoute, super. Est-ce que tu peux nous donner les prochains projets de Muc des Fleurs? Donc là, on enregistre mi-novembre, fin novembre, qui vont arriver pour décembre. Ouais. Nous, si tu veux, on en parlait tout à l'heure, mais nous, on a une structure qui va aller de novembre à juin. Donc, de novembre à juin, on est dans le pic d'activité. On enchaîne Black Friday, Noël, Saint-Valentin, fête des grands-mères, fête des mères, fête des pères. Donc, on a vraiment les 6 plus gros temps forts de l'année qui sont pratiquement un par mois. Donc, on ne développe pas de nouveaux produits, de nouveaux projets dans cette phase-là. Nous, on a fait l'acquisition de Petit Cube en juillet. Donc, le gros focus de l'équipe, là, c'est redresser la barre sur Petit Cube tout en ne négligeant pas Muc des Fleurs. On a recruté une nouvelle personne et demi, si on peut dire ça comme ça. Le projet, c'est redresser la barre sur Petit Cube, renouer avec la croissance, renouer avec 30 000 clients sur l'année. C'est un projet qui a été un peu à l'arrêt pendant 6 mois, le temps du rachat. Nous, on pense qu'on peut lui redonner ses lettres de noblesse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce projet-là, que ce soit des nouveautés produits, donc que ce soit de la nouveauté, de la nouvelle façon de communiquer, de la nouvelle façon de marketer. Et après, on verra en juin 2024, mais c'est vrai que le retail nous fait un peu de l'œil, l'international nous fait un peu de l'œil, donc on verra sur quel secteur. On a une bonne gestion de la boîte, donc on n'a jamais levé encore, on n'a pas vocation à lever. On a vraiment envie de gérer ça d'un point de vue presque structure familiale avec Oriane. Donc le but, c'est chaque projet en son temps, de façon un peu clean, on est autofinancé, c'est propre. On gère Petit Cube, on voit si on arrive à le redresser comme on a envie. Et si ça se passe, on switchera sur un nouveau projet. Top. Donc Petit Cube 2024. Oui. Et les fêtes de fin d'année quand même, faut pas oublier. Qui s'intensifie là. Les petits cadeaux là, il faut y aller. Hein. Yes. On mettra un code promo ou pas? On mettra un code promo. ADMS 10. Ah là, j'adore. Faut que je l'oublie pas. On va le mettre en place. Hein. N'y allez pas maintenant. Enfin si, quand il sera sorti l'épisode, il sera là. Donc ADMS 10 et vous serez bien reçu par Joe en direct. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans l'e-commerce aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as pu vivre et l'écosystème d'aujourd'hui? Ne réfléchis pas trop. Franchement,
dans l'entrepreneuriat globalement et dans l'e-commerce particulièrement, faut pas trop réfléchir, faut se lancer, on a le temps de faire des erreurs. On apprend, on a monté Muc des Fleurs en une nuit top chrono parce que on avait fait des erreurs, parce qu'on avait essayé avant sur d'autres projets. Donc ne pas trop se focaliser sur faire des études, peaufiner, avoir le plus beau site du monde. Notre site, il était vraiment pas ouf si on peut pourrait dire ça gentiment. Et au final, regarde aujourd'hui tout le monde nous avait dit c'est bien, ça durera 6 mois et là on est 8 ans plus tard et quelques millions d'euros de CA, donc lance-toi et on verra plus tard quoi. Ouais. C'est Shopify, c'est ça? On est team Shopify, ouais. C'est pas mal, quand même. Shopify, c'est génial. Enfin, voilà, ça coûte 29 € par mois pour lancer un business. C'est tranquille, En fait, tu minimises tes risques aussi, quoi. Ah, mais entre guillemets, versus et puis, tu peux le faire de chez toi. Tu peux le faire de chez toi. Moi, c'est vraiment en une nuit, quoi. Top chrono. T'as besoin d'un peu d'argent, un ordi qui fonctionne, et Internet, et voilà. Et Internet, quoi. Une série que tu emmènerais sur une île déserte? Tu as déjà posé cette question sur d'autres, donc je l'ai entendu et je me suis dit que j'allais te répondre par une musique. Là, je suis plus trop série, j'ai plus le temps. T'as plus le temps. Donc j'ai pas trop regardé. Par contre, j'ai regardé une vidéo YouTube que je recommande, c'est Tiff, un rappeur que j'ai découvert, un rappeur algérien qui s'appelle Tiff et qui a fait une session de live sur ce qui semble être une sorte de week-end entre potes. D'accord. Ça s'appelle 1.6 et c'est juste génial. On a l'impression d'être dans une parenthèse en plein été avec des potes qui faisant la fête. Enfin, franchement, c'est juste génial. Je recommande d'écouter ça, la live session de Tiff. Alors, live session. Sur YouTube. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast? Ouais, je te recommanderais en plus, ça peut être intéressant pour toi. Jonathan Noble, je sais pas si tu le connais. Il a monté, Swello, qui est un énorme outil de gestion des réseaux sociaux. Ouais. Il a monté ça quand il avait 15 ans. Il en a bientôt 30, je crois. Il doit avoir 27 ou 28. C'est une pépite, ce mec. Enfin, franchement, il a bien monté son projet de sa chambre jusqu'à aujourd'hui. Il a des clients comme le gouvernement français. Enfin, et surtout, c'est un mec ultra intelligent qui sait de quoi il parle. Donc je pense que... mais Swello, maintenant, je connais un peu. Swello, tu dois connaître. Écoute, on va le recevoir avec plaisir, parce qu'en même temps, il a une histoire intéressante, j'imagine. Carrément. Et ça reste sur nos réseaux sociaux, et voir comment il voit aussi ce marché-là. On compte sur toi, pour le coup. Et je te fais la mise en relation tout de suite. Fais gaffe, on a enregistré. Allez. T'as pas le choix. Bon, écoute, merci beaucoup, Joe. J'étais content de te voir, content de t'accueillir sur le podcast, et content que Muc des Fleurs fonctionne bien, et va se développer encore plus avec Petit Cube. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. Merci Cyril, moi aussi. Franchement, je suis très heureux de te revoir après ces années-là et de voir que ça tourne toujours pour ADMS. Voilà. Maintenant, c'est adms.paris, tu vois. Ouais. Branding. Allez, après, on s'arrête. Après, on change plus de nom parce que Allez, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.